rade de Brest. Ce bout de terre au bout du monde est l'une des bases militaires les plus secrètes en France. Presque tout l'arsenal nucléaire français est caché quelque part sur ces 150 hectares de terre. Depuis 35 ans, la population de la rade se pose la même question. Est-elle en sécurité sur ce haut lieu de l'atome français ? Pour la première fois, la marine a décidé de nous ouvrir les portes de ce lieu très stratégique. C'est en 1967, en pleine guerre froide, que le général de Gaulle choisit le site de l'île Longue. Cette base sera le principal port d'attache des sous-marins français. Aujourd'hui, cette presqu'île abrite le fleuron de la marine nationale, des sous-marins capables de lancer des missiles à tête nucléaire. Alors, l'île Longue est un cas un petit peu particulier parce que c'est une base nucléaire secrète qui rentre dans le système de dissuasion de la France. Donc c'est une espèce de bulle, une bulle qui est fermée aussi bien au regard pour protéger les secrets militaires que pour protéger l'environnement des matériels un peu sensibles qu'on y manipule. C'est en effet près de 90% de la force nucléaire française qui est dissimulée derrière ces murs. À l'île Longue, la France dispose aujourd'hui de 4 sous-marins à propulsion nucléaire équipés de 16 missiles atomiques, soit selon la marine près de 2000 fois la bombe d'Hiroshima. Les Brestois vivent depuis 35 ans avec le spectre de l'île Longue, 35 ans qu'elle fait partie du paysage et qu'elle alimente les peurs et les fantasmes. Il peut y avoir un sous-marin qui va lâcher de tout ce que vous voudrez au milieu de la rade et personne n'en saura rien parce que c'est le secret militaire. Je l'ai vécu 26 ans et je ne vois pas pourquoi je le saurais maintenant. L'information, on n'en a pas. Mais bon, faut pas rêver, c'est l'armée, donc mais on n'en aura jamais. Les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Donc s'ils ne connaissent pas, ils s'inquiètent et après ça fait un mélange de problèmes et c'est tout. Depuis 35 ans bientôt que le militaire existe à la Pointe de Bretagne, nous avons été anesthésiés. Nous n'avons pas reçu d'informations, donc tout a été fait pour que l'on oublie la présence du nucléaire. Et si les habitants ont voulu oublier cette menace, c'est aussi parce qu'elle représente ici un formidable bassin d'emploi. À l'heure de la sacro-sainte transparence, la Grande Muette a décidé de lever une partie du voile pour nous montrer l'organisation de ces installations. L'île Longue est en réalité une presqu'île au cœur de la rade de Brest. 18 communes, soit près de 300 000 habitants, sont les voisins de ce site stratégique hautement surveillé. Cette base est strictement interdite de survol. Ici, tout avion suspect peut être abattu sur ordre du chef de l'État. Voici à l'île Longue où se trouvent les sources de radioactivité. Les missiles sont entreposés sur la presqu'île de Crozon et assemblés dans la zone rouge. La zone chaude, elle sert à la manutention du combustible et des réacteurs nucléaires. C'est cette partie que les militaires ont choisi de nous dévoiler. Chaque matin, près de 2000 personnes prennent le Transrad pour travailler à l'île Longue. Ils sont civils ou militaires. Pour eux, les sous-marins, c'est d'abord du travail. Chaque année, dans la région, le nucléaire militaire représente 500 millions d'euros de salaire. Ces salariés touchent également une prime de 15% pour venir travailler ici. Avant de mettre un pied sur l'île Longue, ils font également l'objet d'une enquête de la part de l'armée. Pas question de laisser n'importe qui approcher ces mastodontes de technologie. Deux à 3 sous-marins sont en permanence en maintenance à l'île Longue. Une des zones les plus sécurisées est la zone chaude où sont déchargés le combustible radioactif et le réacteur du sous-marin. Ici, la législation est identique à celle des centrales nucléaires. Donc là, je viens du vestiaire froid où je suis déshabillé, j'ai enlevé ma tenue civile.
J'ai revêtu la tenue pour travailler en zone contrôlée, qui comporte donc une tenue blanche en coton, des gants et une paire de chaussures. Ça ne protège pas des rayonnements ionisants, tout simplement pour éviter de transférer éventuellement la contamination à l'extérieur. Un instrument, le dosimètre, permet de mesurer combien de doses radioactives emmagasine le travailleur. Quand on travaille sur des éléments radioactifs, notre dosimètre intégrateur nous indique quel est le débit de dose que l'on reçoit. Et si les débits de dose sont trop importants, on a un service de protection radiologique qui vient nous mettre des protections particulières, donc des murs de plomb, de la ventilation pour filtrer la contamination, ou même le masque à cartouche pour éviter d'en inhaler. Aucune caméra n'a pu jusqu'ici pénétrer dans ce lieu. Des codes permettent d'accéder à différents sas. Nous sommes ici sous plusieurs mètres de béton et les salles sont dépressurisées pour éviter toute contamination vers l'extérieur. Derrière cette porte se trouve la piscine où sont entreposés les réacteurs et le combustible du sous-marin. Et voici à quoi ressemblent les fameuses barres d'uranium. Ce sont des éléments qui ont eu l'occasion d'être irradiés, donc ils produisent des rayonnements, donc de les immerger, de les mettre sous eau, c'est la meilleure façon pour nous de nous protéger contre les rayonnements ionisants. L'uranium est manipulé à l'aide de robots. Jamais les travailleurs ne sont en contact direct avec la matière radioactive. En 2002, selon la législation, un travailleur du nucléaire pouvait recevoir maximum 50 millisieverts d'irradiation par an. En 2003, le même travailleur ne peut en recevoir que 20. On ne sait pas aujourd'hui, malgré les progrès de la recherche, garantir que des très faibles doses ont un impact ou n'ont pas d'impact sur la santé des individus. Et on considère à ce moment-là que, comme on ne sait pas démontrer qu'il n'y a pas de conséquences, on dit que moins on en prend et mieux on se porte. Ce principe de précaution est doublé par une surveillance constante de la rade. Invisible, incolore, inodore, la difficulté est d'abord de savoir mesurer la radioactivité. Deux laboratoires, un à Lillongue et un dans l'arsenal de Brest, traquent la moindre particule radioactive suspecte. Près de 2500 prélèvements sont effectués tout au long de l'année. Pour assurer la surveillance et le contrôle des installations classées, il faut savoir qu'on est obligé de s'intéresser à toutes les composantes de l'écosystème. On s'intéressera au milieu atmosphérique, au milieu terrestre et au milieu marin. Les huîtres ou les moules sont des organismes filtreurs qui concentrent les pollutions. En cas de contamination, ce sont elles qui indiqueraient en premier la présence de radioactivité. Lors de ces mesures, il faut également différencier la radioactivité artificielle créée par l'homme et la radioactivité naturelle présente dans nos sols granitiques. Selon la marine, la radioactivité artificielle dans la rade de Brest est nettement inférieure à la radioactivité naturelle. Ces analyses que l'on fait annuellement ont été faites depuis le début du site et on peut, je pense, dire qu'il n'y a pas d'impact radiologique pour le public vivant autour de la base de Lillongue. Et pour l'environnement ? Pour l'environnement, qu'est-ce qu'on trouve dans l'environnement ? Il y a des traces ici. Donc, il y a des traces, par exemple surtout des éléments de Tchernobyl, donc par exemple le césium-137 que l'on peut citer qui est connu, et on retrouve quelques traces d'activité industrielle. Vous ne produisez pas du tout de césium-137, ça ne peut pas du tout être lié à une activité ici? Non, le césium-137 que l'on retrouve sur le site ou dans la rade de Brest ou en France, en fait, dans le cas général, ne provient pas de l'activité industrielle du site de Lillongue. Une trace qui résulte bien, elle, de l'activité industrielle sur les sous-marins nucléaires et la présence dans l'environnement de cobalt, un élément très radioactif susceptible de faire muter l'ADN. Selon la marine, les quantités infimes retrouvées aujourd'hui n'ont aucun impact sur l'environnement. Il y a quelques traces de cobalt qui sont vraiment à l'état de trace, puisque maintenant on arrive à le mesurer, parce que nos appareils, la technologie évolue, donc nos appareils nous permettent de descendre très bas dans les limites de détection, et on mesure vraiment cet élément à l'état de trace. En cas de rejet radioactif dangereux dans l'air, un autre système alerterait immédiatement les autorités militaires. Ces balises calculent 24 heures sur 24 la radioactivité ambiante.
Si elle détecte 3 fois plus de radioactivité que la normale, les autorités rejoignent immédiatement un PC souterrain situé dans l'arsenal de Brest. Ce dédale de couloirs cache les postes de commandement les plus sécurisés en France. C'est ici, dans cette pièce, que se prendraient toutes les décisions en cas de contamination radioactive. Ces ordinateurs sont capables de calculer en fonction des conditions météorologiques où se déplacerait un nuage radioactif. Et ce système permet de suivre l'évolution d'un nuage radioactif sur le site de Brest, qui permettra d'entreprendre certaines actions au niveau militaire et au niveau population locale, si le besoin s'en fait sentir. Mais selon la marine, si une explosion survenait ou si des effluents radioactifs se répandaient à l'air libre, les conséquences pour les populations seraient limitées. Les scénarios les plus graves que l'on a envisagés ici pour l'île Longue pourraient conduire à prendre des dispositions de prévention pour le personnel dans un rayon de 500 mètres pour une évacuation éventuellement. Et dans un rayon de 2 km, on pourrait être amené à mettre à l'abri des populations. Pour se préparer à ces éventuels scénarios catastrophes, régulièrement des exercices sont effectués en interne à l'île Longue. Un centre de décontamination est opérationnel ainsi qu'un hôpital mobile. Alors y a-t-il eu à l'île Longue des cas de contamination ? Nous avons donc passé en spectrogrammétrie un certain nombre de personnes qui étaient positives. Donc il s'agissait dans la plupart du temps de contamination externe, ce qui est très très banal sur notre site industriel. Il suffit de décontaminer et de faire partir cette contamination de la surface de la peau. Quant aux contaminations internes, nous en avons très 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 peu parce que il n'y a pas d'accident. La marine refuse de parler aujourd'hui encore d'accident à l'île Longue. Pourtant, en novembre 1996, une polémique défraie la chronique. Les têtes nucléaires des missiles qui sont installés sur les sous-marins depuis 1994 sont plus radioactifs que prévu. Une note de service interne reconnaît les faits. Dès le 18 novembre, la DCN décide de changer les périmètres de sécurité tout en soulignant que les rayonnements restent inférieurs à la réglementation du travail. L'information remonte tout de même au ministère de la Défense qui exige de nouvelles mesures sur tous les systèmes d'armement. Enfin, une note du 23 décembre 1996 reconnaît qu'un rayonnement de type neutron a été possible et que dorénavant, dans ces zones, il faudra obligatoirement que le personnel soit reconnu apte médicalement et qu'il porte en permanence un dosimètre. Ce n'est pas parce que la disposition a été adaptée que l'on doit considérer que tous les gens ont été exposés plus qu'ils ne devaient vis-à-vis de la réglementation. Simplement, on n'a pas obligatoirement réalisé toutes les mesures au moment voulu. Elles ont été complétées par des mesures complémentaires et on a estimé, en fonction de ces résultats, que la mesure de prévention mise en place, en termes de zonage notamment, devait être étendue. Le personnel exposé au rayonnement ionisant, qu'il soit militaire ou civil, doit systématiquement faire l'objet d'un suivi médical. 2 visites par an sont obligatoires. Semestriel catégorie A. Donc votre numération formule sanguine est absolument excellente, il n'y a aucun élément particulier. Dès qu'ils mettent un pied sur l'île Longue, les employeurs, que ce soit la marine, la direction des chantiers navals ou une entreprise sous-traitante, doivent établir pour chacun de leurs employés un état radiologique 0. Le but est de faire l'état 0 et de pouvoir dire qu'il n'y a rien du tout quand on arrive chez nous et qu'il n'y a rien du tout quand on en repart. Dominique Quérien, lui, n'est pas ressorti indemne de son expérience à l'île Longue. En juin 1996, il est employé par une société sous-traitante pour mettre de l'éclairage autour des têtes des missiles nucléaires. Au bout d'1 an, il n'a toujours pas fait de visite médicale professionnelle. Moi, j'étais un privé. Donc moi, je discutais avec des gens de la DCN qui, eux, faisaient des visites médicales. Eux avaient un point 0. Chaque fois, on disait, t'as le point 0, il y a un point 0. Donc le point 0, c'est savoir comment on rentre à l'île Longue. Est-ce que vous avez eu donc ces visites médicales normalement obligatoires ? Non, c'est ce que j'ai dit. Là, on a eu, au bout d'1 an, j'ai eu ma référence. Moi, j'ai fait ma référence personnelle privée. Donc eux, ils ne savaient pas que j'avais ma référence privée.
Là, et après, au bout d'un an, on a vu que ma référence avait beaucoup changé. Les analyses sanguines personnelles de Dominique Quérien sont formelles. À son arrivée à l'île Longue, il est en bonne santé. Un an plus tard, lors de sa première visite médicale professionnelle, une anomalie est détectée dans ses analyses de sang. Un mois plus tard, le verdict tombe. L'électricien est atteint d'une leucémie aiguë. Dominique Quérien subira près d'1 an de chimiothérapie. Selon lui, il n'a pas été assez protégé. Je n'avais pas de dosimètre. Je travaillais pourtant je mettais de l'éclairage volant autour des missiles. Pourtant, j'allais à la DCN demander des autorisations de travailler à certains endroits, donc parce qu'il fallait des notes, donc il y avait mon nom, mon prénom, mais je n'avais pas de dosimètre. Les médecins estiment qu'il peut y avoir un lien entre sa leucémie et son travail à l'île Longue. Après enquête, en avril 1998, la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère reconnaît le caractère professionnel de la maladie de Dominique Quérien. Elle s'appuie notamment sur la note de la direction des chantiers navals qui admet qu'en décembre 1996, il y avait bien des fuites radioactives sur les têtes nucléaires. Je ne ferai pas de commentaire sur le cas personnel de monsieur Quérien. Il faut simplement, une fois de plus, évoquer le problème des faibles doses et le problème qui existe vis-à-vis de l'origine d'un cancer. Potentiellement, une personne sur 4 aujourd'hui est susceptible de développer un cancer. Les raisons qui vont conduire les uns et les autres à développer ce cancer, on ne sait pas aujourd'hui les caractériser. Donc, ce qui est fait, et je crois que c'est très bien, c'est qu'à chaque fois le corps médical privilégie l'intérêt de l'individu. Et lorsque ce cancer se développe pour un travailleur et qu'il est dans un environnement où il peut éventuellement être soumis à des rayonnements ionisants, la maladie professionnelle est déclarée de façon systématique pour qu'il bénéficie d'un maximum d'avantages. Mon histoire peut faire avancer l'histoire du nucléaire à Brest avec plus de dialogue. C'est tout. Moi, je ne suis pas contre le nucléaire à Brest. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque que? Est-ce que si cette personne-là, elle travaille là, est-ce que vous êtes sûr et certain qu'il n'y aura pas de fuite dans ce périmètre-là? Officiellement, aujourd'hui, la marine ne reconnaît que 35 cas de contamination externe sans gravité. Ça a toujours été la version des militaires, hein, depuis 35 ans qu'il existe du nucléaire militaire ici dans notre région. Pour eux, il n'y a jamais eu de problème. Le risque est zéro ou presque zéro. Moi, depuis que je travaille sur ces questions-là, depuis un certain nombre d'années, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment que la vérité n'est pas encore tout à fait établie, que des personnes tombent malades et qu'on n'a pas encore des explications sur l'origine de leur maladie. Il y a des femmes de marins qui nous ont, de sous-mariniers ou de travailleurs de l'arsenal, qui nous ont appelés pour dire un peu leur détresse parce que leur mari était malade ou leur compagnon. Mais quand nous leur avons demandé de faire un pas de plus pour s'organiser, eh bien, il y a eu une reculade. Autre sujet encore très sensible, les rejets liquides des sous-marins. Dans les années 70, un bateau surnommé le Mini-Rem venait se mettre à couple des sous-marins pour récupérer les eaux radioactives de la partie réacteur. Le Mini-Rem, c'est un bateau on l'appelait le bateau le plus cher de la flotte, parce qu'il était tout en inoxydable. Et il servait à récupérer les effluents des sous-marins, et il allait les vider en mer d'Iroise, périodiquement, je ne peux pas vous dire combien, mais enfin quand il était plein, quoi, en fin de compte. Et ça a dû stopper ça dans les années 75-76, lorsqu'il y a eu l'interdiction de... Et après, j'ai appris que ce bateau était parti à Toulon. Vous l'avez vu, vous, ce bateau? Ah oui, j'étais à bord même. J'étais à bord. En 1972 exactement, une étude scientifique admet que les effluents radioactifs ne doivent pas être rejetés tels quels en mer. La législation évolue, la marine s'adapte. Aujourd'hui, l'eau la plus radioactive est d'abord retraitée à l'île Longue, puis envoyée par camion dans les sites de retraitement du commissariat à l'énergie atomique.
On sait aujourd'hui que les eaux du circuit secondaire du réacteur sont rejetées à la mer via une canalisation qui part de l'île Longue. Hors situation accidentelle, ces eaux secondaires n'ont aucune raison d'être contaminées. Donc on vérifie cette absence de contamination avec les doubles contrôles qui sont prévus par la réglementation. Et une fois qu'on a fait ces vérifications, on rejette ces eaux secondaires. Visiblement donc, la marine contrôle en permanence ces installations et saurait faire face en cas de problème. Reste l'imprévu, accident ou attentat. Face au pire, la population civile, elle, serait complètement démunie. Est-ce que vous savez par exemple à quoi ressemble une sirène en cas d'alerte ? Non, pas du tout. Aucune idée. Je ne sais pas si c'est pas 2 longs coups ou 3 petits coups, 3 courts. Je crois que c'est comme ça, quelque chose comme ça. Mais il y a une sonnerie particulière. Mais vous dire... En cas d'alerte nucléaire, une sirène retentirait minimum 3 fois une minute. En 35 ans, une seule simulation d'accident avec les administrations civiles a été organisée à l'île Longue. Mais le plan d'urgence, qui date uniquement de 1996, n'a jamais été testé avec les populations. Aucun exercice, par exemple, dans cette école construite juste à côté du bassin de carénage des sous-marins nucléaires. Il n'y a certes plus d'armes ni réacteurs à bord, mais en cas d'accident grave sur les sous-marins, il faudrait tout de même suivre quelques consignes. C'est la zone la plus dangereuse où donc il y aurait un certain nombre de dispositions à prendre dès le déclenchement de l'alerte. Et je pense qu'ici, pour l'école, c'est le confinement qui est préconisé. Se confiner en attendant la venue des secours, encore faut-il le savoir. Ce périmètre à risque de 500 mètres autour du sous-marin concerne tout de même près de 4000 habitants. L'exercice permettrait quand même de regarder les choses en face et de faire que collectivement on se sente responsable. Et les autorités civiles en particulier, c'est-à-dire nos élus, doivent se réveiller. Il est très difficile en matière de nucléaire d'informer sans d'une certaine manière affoler. Or, moi je crois qu'il faut informer. Le nucléaire présente des risques que personne ne peut nier. Ces risques donc sont à nos portes, ici, en plein cœur de ville. Les actes n'ont pourtant jamais suivi. En 1999, la préfecture annonce dans la presse qu'enfin une plaquette d'information sera distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants les plus concernés. 4 ans après, nous avons retrouvé ces 10 000 plaquettes entassées dans un couloir du service environnement de la mairie de Brest. Et oui, les plaquettes sont toujours là, elles n'ont pas été distribuées. C'est une plaquette d'information assez classique sur les réflexes en cas d'alerte, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur le fait de s'enfermer éventuellement chez soi, de ne pas aller chercher ses enfants à l'école, sur la conduite à tenir en cas d'accident aigu. Alors pourquoi ces plaquettes n'ont-elles jamais atterri dans les boîtes aux lettres des habitants de la rade ? Lourdeur administrative, manque de volonté, en tout cas la réalité est là. La population brestoise n'est toujours pas réellement informée de ce qu'elle doit faire en cas d'accident nucléaire. Jugées encore trop sensibles, ces plaquettes ont fait l'objet d'une note interne de la mairie. Pas question de les distribuer sans une grande campagne d'information. Même dilemme pour les fameuses pastilles d'iode qui empêchent une contamination radioactive. Distribuées aux habitants proches des centrales nucléaires, les Brestois, eux, n'en ont jamais eu. Explication. Nos installations ne sont pas susceptibles d'émettre de l'iode radioactif pour une raison simple, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, nos réacteurs ne fonctionnent pas à puissance maximum et la durée de vie de ce produit est une durée de vie qui est relativement courte. Une des avancées notables pour plus de transparence reste la venue en mars 2003 d'un laboratoire indépendant dans la rade. C'est la communauté urbaine de Brest qui a commandé ces prélèvements. La marine était jusqu'alors la seule à faire des analyses radiologiques. Il n'y a pas de suspicion particulière à l'égard du LASEM. Au niveau des partenaires du comité de baie, nous ne sommes pas à cet état d'esprit. Néanmoins, il a été souhaité, parce qu'un certain nombre de suspicions pouvaient exister par ailleurs dans la population, confier à un laboratoire complètement neutre, qui n'est pas de la région, mais qui a les agréments ministériels pour pratiquer ce type d'analyse, ce travail.
Si l'ère du juge et parti semble terminée, la quête de la vérité en matière radiologique risque cependant de prendre encore du temps. Il est difficile d'avoir une vision globale de la radioactivité, sauf à rechercher tous les radioéléments possibles. Et là, on rentre dans un programme qui est très lourd, aussi bien économiquement parlant que techniquement parlant. Un pas décisif vient donc d'être franchi en matière de transparence. Depuis 5 ans, les autorités civiles et militaires ont entamé un vrai dialogue sur le nucléaire. Reste la grande absente de cette consultation, la population. Exemple symbolique, cet abri dans Brest initialement créé pour protéger les civils pendant la Seconde Guerre mondiale. En pleine guerre froide, il avait été transformé pour devenir l'abri anti-atomique du haut commandement de la marine. Pour les Brestois, en revanche, pas d'abri ni d'information. Aujourd'hui, les mentalités changent, même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. La France a dépensé près de 300 milliards d'euros pour son arsenal nucléaire. À peine 1 millième de cette somme est aujourd'hui attribuée à la protection des civils.